bien, bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Eternal Sunshine. Vous savez, cette émission que nous avons inventée avec Cité Radio, il y a 1 an et demi déjà maintenant, avec cette idée, vous le savez, de l'optimisme dans ce fond de décor un peu sombre qu'on ressent souvent quand on écoute les médias. Mais ne fermons pas les yeux non plus. C'est pas l'idée d'Eternal Sunshine, mais c'est de montrer aussi des personnes qui se bougent, qui vont de l'avant, qui peuvent vous inspirer, au contraire, d'aller de l'avant. Et là, en effet, on a une édition spéciale, puisque vous savez que les dimanches 15 et 22 mars prochains, vous serez dans l'isoloir élire votre future maire, donc ce n'est pas rien. Et donc, on a voulu dédier Eternal Sunshine aux candidats des municipales de Tours. Et nous sommes ravis d'avoir donc Christophe Boucher. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, alors vous savez, l'idée c'est de vous découvrir vous. On l'a nommé cette rubrique « Mettez qui vous ». Alors, vous avez normalement un objet avec vous? Oui, j'ai amené un objet. Alors, j'en ai amené 3 en fait. Ah, très bien. Mais c'est le même. D'accord. C'est un petit carnet. C'est un petit carnet. Alors, il y a plusieurs formes. Il y a le petit celui-là. Il y a celui-là. Ah, oui. De la ville de Tours. D'accord. Et puis, il y a le format plus grand, plus complet. C'est les carnets où je prends des notes depuis 30 ans. D'accord. Et donc, j'ai toutes mes notes dessus. Voilà, comme ça. Je mets des couleurs pour me repérer. Et alors, ce sont des notes, des idées, alors, des rencontres? C'est tout. Alors, c'est les rencontres. C'est les idées de cadeaux que j'ai pour mes enfants ou pour ma femme, pour Noël ou pour leur anniversaire. C'est je fais des plans pour dessiner des meubles. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Je prépare mes vacances. Je fais mes comptes de vacances dessus. Je fais pas mes comptes habituellement, mais mes comptes de vacances. Je sais pas pourquoi j'ai une espèce de toc sur les comptes de vacances. Ah, c'est donc bien. Vous avez quelque part, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, tous. je fais mes comptes de vacances et puis je prends en note sur les petits carnets que j'ai toujours dans ma poche, qui sont plus petits. Oui. En tant que maire, je prends en note tout ce que peuvent me dire les Tourangeaux, parce que on en rencontre beaucoup. Au bout du 5, 6, 7, ou selon son état de forme du 15e, on ne sait plus trop ce que quelqu'un nous a dit. Tout à fait. Donc je prends des notes, le numéro, je remets en forme, je remets dans le texte la personne ou dans quel contexte je l'ai vu. Et j'ai ça depuis que je suis journaliste. J'ai été journaliste pendant 20 ans et donc j'avais cette habitude de prendre des notes. Donc j'ai continué à en permanence prendre des notes sur ce qui m'entoure. Ça me permet de me poser de temps en temps. Tout à fait. Alors avant, ça me servait évidemment pour écrire mes articles, mais pour écrire les livres que j'ai fait aussi, parce que... Alors, moi j'ai mené un petit peu mon enquête sur vous. Donc, vous allez me dire si je me trompe. Donc vous avez 57 ans. Oui. Vous êtes ancien président de l'Olympique de Marseille jusqu'en 2004. Oui. Il y a eu des belles Coupes du Monde d'Europe, je crois. Oui, aussi, oui. Et de ça, vous avez donc pris ensuite la voie de l'entrepreneuriat et de la politique. Alors l'entrepreneuriat, parce que vous avez investi dans l'immobilier, le sport, et j'ai vu que vous aviez même investi l'automobile en soutenant un prototype de voiture électrique avec un look rétro en 2017. Et puis la politique, parce que vous avez là eu un double succès en 2014, donc en tant qu'adjoint au rayonnement aux côtés de Serge Babary, et puis en octobre 2007, puisque vous êtes le maire de Tours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous représentez avec une liste que vous l'avez baptisée comment alors cette liste? Tours nous rassemble. Tours nous rassemble. Voilà, c'est le territoire qui nous rassemble. J'ai l'habitude de dire qu'il y a plusieurs manières. Alors, juste un petit point, je suis pas né président de l'Olympique de Marseille. Oui. Parce que vous avez commencé... Vous avez été journaliste. Oui, j'ai eu une carrière de 20 ans avant. Au Nouvel Obs, je crois. Au Nouvel Obs, à l'AFP, puis j'ai écrit des livres. Enfin bon, bref, sur différents sujets, sur le tunnel sous la Manche, sur Bernard Tapie, enfin, sur plein de sujets différents. Sur la politique aussi. Et donc, en fait, je suis pas né en 2002. Tout à fait. Et c'est en fait... C'est grâce j'avais déjà 40 ans. C'est grâce à ce parcours que vous avez pu faire cette rencontre qui vous a amené sur le foot. Bon, je connaissais déjà bien le milieu, mais ça m'a amené là. Donc voilà, je suis revenu là parce que je suis très attaché à ma carrière de journaliste. On le reste, je crois, toute sa vie. Oui. Et puis ça a surtout
ça a surtout, pour moi, c'est une grande curiosité. Et je pense que c'est vraiment la qualité qu'il faut pas perdre, c'est la curiosité. C'est de savoir ce qui se passe derrière, de savoir comment ça fonctionne, etc. Puis c'est aussi le moment où j'ai fait des belles rencontres. Moi, j'étais journaliste à l'Obs pendant 7 ans, l'AFP. C'est le moment où on fait des belles rencontres d'hommes politiques, de syndicalistes, d'artistes, de sportifs. Et donc c'est vraiment un métier que j'ai aimé beaucoup et voilà, où j'ai une carrière qui m'a beaucoup plu, qui m'a mené. Oui, je comprends. Voilà. Et vous savez, donc, quand on peut aimer et aider les autres, il faut s'aimer soi-même. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous aimez chez vous? Chez moi? Oui. Qui pourrait peut-être être une qualité aussi, je dirais, clé pour être mère. J'en donnerai 2, j'ai le droit à 2? Oh oui, allez-y. Allez. Je dirais la curiosité. Oui. Je pense que c'est une vraie et très grande qualité. La curiosité, et si vous voulez la basculer, la nuancer, c'est l'écoute. Être curieux, mais pas la curiosité, c'est pas juste soulever un papier. Parce que cela sous-tend en fait l'ouverture. Voilà. Aussi, quand on est curieux. Quand on est curieux, on est à l'écoute. Quand on est curieux de la vie de la personne qu'on a en face, quand on est curieux de son métier, de la façon d'évoluer, je pense qu'on apprend beaucoup. Je dirais que c'est une première qualité. La deuxième, c'est la ténacité. Je suis tenace. Oui, je suis tenace. Oui, je lâche pas facilement. Alors tour nous rassemble, puisqu'en effet chaque candidat a mis en fait un nom en fait à cette liste et ce collectif qui est derrière. Donc tour nous rassemble. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Quand vous vous présentez aux élections municipales, je pense qu'il y a à peu près 3 catégories. Bon, il y a ceux qui poursuivent et je n'ai pas de jugement de valeur sur ces catégories-là. Il y a ceux qui poursuivent un idéal politique, qui ont une idéologie, qui se présentent au nom d'une idéologie. Il y a des candidats qui se présentent à Tours, là, au nom d'une idéologie. Soit d'extrême droite, soit des Verts, ils veulent montrer leur idéologie. Il y en a ceux qui s'engagent pour le territoire. Et puis, il y en a une troisième, mais je les nommerai pas, parce qu'on est dans une émission optimiste, qui s'engage pour eux. Moi, je suis engagé profondément pour le territoire. Donc, c'est bien ce qu'on a voulu dire à l'ensemble des colistiers, c'est que c'est Tours qui nous rassemble. C'est ce territoire qu'on aime, c'est cette ville qui est la nôtre et qui nous rassemble. Et peu importe finalement les nuances politiques, les qualités des uns, les compétences des autres, leur parcours, leur histoire, c'est Tours qui nous rassemble. Et ce qu'on souhaite faire, c'est pour la ville de Tours. Eh bien écoutez, alors là on va introduire maintenant des Tourangelles et des Tourangeaux qui ont bien voulu se prêter au jeu de Cité Radio. Ils ont 2 questions, c'était mais si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous aviez votre future maire devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors on va les écouter. Bonjour Patrick. Bonjour Yoann. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc, il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras,
à condition que celle-ci soit exploitée, parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas. C'est pour peut-être permettre aux gens de se dire, on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, parce que ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferai, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerai aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement? Alors, compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement, peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors, c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement, on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Il y a différents sujets qu'on a pu entendre par ces témoignages. À la fois, on a cet étudiant sur la mobilité et autour de fil bleu, puis l'éco-rénovation à travers donc cet architecte, l'habitante du quartier des Fontaines qui parle de sécurité, et puis ensuite, c'est les petits commerces, enfin les commerçants en centre-ville. Spontanément, sur quel sujet vous aimeriez là rebondir? Tous sont vraiment sont d'égale importance. Une ville, c'est un ensemble. C'est pas une priorité pour un secteur donné ou des personnes données. Je réagis à ça par rapport à la mobilité. J'entends bien l'étudiant. L'étudiant, il est là avec sa vie et il a envie d'avoir des bus la nuit pour revenir de la place Plumereau, c'est bien. Il a envie d'aller plus loin vers d'autres destinations, c'est bien aussi. Mais tout ça, c'est un coût prohibitif. Pourquoi ça n'existait pas? Parce que, évidemment, on a tous plus envie d'avoir de bus plus longtemps, à plus d'endroits, avec plus d'arrêts. Ou de tramway. Le problème, c'est que derrière, il y a une politique budgétaire qu'il faut mettre en place, et donc qui ne le permet pas aujourd'hui. Pourquoi il ne permet pas? Permet pas parce que ça serait des coûts exorbitants. En revanche, petite correction par rapport à l'étudiant, là, c'est qu'on a déjà des tarifs fil bleu, tramway, bus, étudiants très compétitifs et reconnus comme tels, qu'on vient de baisser en 2019, mais de façon très très sensible, de façon à être effectivement plus attirant, plus attractif pour les étudiants. Donc, je pense que là, sur ça considère vraiment le statut ou ça reste sur l'âge? Ça considère beaucoup l'âge, c'est vrai. Alors, au-dessus de 25 ans, il faut étudier finement les choses parce qu'autrement, ça va être complexe. Mais c'était déjà un effort qui est très significatif, alors qui n'est pas de la ville, mais qui est de la métropole. Alors, c'est un peu la même chose, mais néanmoins, c'est de la métropole. Donc, on voit bien que l'ensemble des populations, elle a des aspirations extrêmement différentes selon son statut, selon son métier, selon son quartier.
Tout à fait. Et donc, la mobilité, on essaye d'être... c'est pour ça qu'on lance une deuxième ligne de tramway, pour avoir des mobilités qui soient toujours beaucoup plus intéressantes, attractives, qui desservent les hôpitaux. On peut pas faire de la haute couture sur la mobilité, parce que c'est des engagements qui sont très forts et très lourds financièrement. Bon, maintenant, les idées sont toujours bonnes à prendre pour aller à l'extérieur de la métropole. Alors, à l'extérieur de la métropole, c'est complexe parce que... D'abord, pour qu'il y ait des transports collectifs, il faut que sur chaque station, je sais pas, à Montlouis, à Clairet-les-Pins, il faut qu'il y ait des gens qui les prennent. On peut pas faire tourner des bus à vide. On a déjà fait des tests. un vrai raccommodage au sens noble du terme. C'est un raccommodage, c'est-à-dire qu'on a été très précis sur des petites navettes électriques. Il y en a déjà 4 navettes électriques, dont 3 qui ont été lancées cette année, en 2019, qui font beaucoup de petites rues qui n'étaient pas desservies par les grandes lignes de bus ou par le tramway, de façon à pouvoir aller chercher chacun et chacune dans des rues, par exemple, notamment sur les coteaux où c'est très difficile d'accès, et qu'on puisse les ramener vers une station à grande densité. Alors je vois en effet l'heure qui galope. Alors, donc ça c'est un sujet important. Alors un sujet qui est très important, la sécurité. J'entends la présidente la Desfontaines. Toutes les caméras sont reliées à un centre de supervision urbain. Hein. Il faut pas qu'elle s'inquiète, parce que c'est un centre de supervision urbain qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les moyens humains sont derrière pour la rassurer, parce que j'ai l'impression qu'elle doute aussi. Non, mais il ne faut pas qu'elle en doute. Il y a 4 agents en permanent derrière toutes les caméras de la ville. Et on ne peut pas le visiter parce que c'est vraiment c'est sensible comme sujet. Mais où les agents peuvent manipuler toutes les caméras dans tous les sens pour, dès qu'ils voient quelque chose, ils sont même aidés par des logiciels qui détectent éventuellement une anomalie sur la voie publique et qui peuvent, avec les caméras et avec un système de télécommande, aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une action concrète de plus que pourriez rajouter pour rassurer cette habitante sur la sécurité? La rassurer, simplement lui dire, par exemple, que quand on a installé les caméras, on avait 35 réquisitions judiciaires par an. C'est-à-dire que le procureur faisait appel à nous 35 fois par an. Là, l'année dernière, il a fait appel à nous 350 fois par an. C'est bien que le système, il est extrêmement performant. Alors, ça la rassurera. Et puis 2, nous, on s'était engagé en 2014 à doubler le nombre de caméras. Donc, on est passé sur les voies publiques aux caméras de voie publique, parce qu'il y a plusieurs types de caméras dans le tramway, sur les bâtiments publics. Les caméras voie publique, on a 128 caméras. Donc, on a doublé le parc. Et nous, on s'est engagé dans notre programme à passer ce nombre à 300 caméras pour avoir un maillage encore plus complet de la ville. Alors, c'est ce que nous réclament souvent le plus les habitants, c'est d'avoir le plus de caméras, le plus proche de chez eux. Et vraiment que c'est la présidente l'entende, il y a derrière les caméras, il y a des femmes et des hommes qui travaillent jour et nuit. Et que toutes les images sont conservées, elles aussi, pendant 15 jours, ce qui nous permet à la fois de faire de la dissuasion, c'est-à-dire que là où il y a des caméras, il y a moins de délinquance, et s'il y a délinquance, ça peut arriver, s'il y a délinquance, qu'on puisse retrouver les auteurs des faits relativement rapidement. Sur l'éco-rénovation, parce que là, vous voyez, c'est vrai qu'il y a quand même à la fois un enjeu, je dirais, financier pour les foyers, mais aussi de santé. Comment vous abordez ce sujet? Alors, on l'aborde. Moi, je suis pleinement d'accord avec ce qui a été dit. Et notamment il y a un sujet qui est très fort dans l'écologie, c'est vraiment le sujet maître. C'est l'énergie la plus propre et celle qu'on ne dépense pas. On peut dire que l'électricité, tout ça, c'est plus propre. Donc ça, c'est un sujet sur lequel vous... Mais l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc l'isolation des bâtiments, elle est fondamentale. Et elle est particulièrement problématique à Tours, puisqu'on a beaucoup de bâtiments, notamment du domaine public, les écoles, les bâtiments sportifs, les bâtiments exploratifs, qui ont 30, 40, 50, 60 ans d'âge, et qui sont des gouffres énergétiques. Donc c'est pour ça que nous, une partie de notre programme de développement durable, c'est d'investir dans les prochaines années, ce qui est une somme considérable, 20 millions d'euros par an, à la rénovation de tous ces gouffres énergétiques. On va rebondir aussi sur, en effet, le commerce de proximité, cette envie d'un tremplin de communication ou d'animation sur Tours pour que les Tourangeaux reviennent au commerce de proximité. Oui, alors moi, là, je suis moins d'accord avec la coprésidente, je l'aime bien, on la voit régulièrement. Oui.
on est reconnu, c'est une étude qui a été faite en 2018, donc c'est pas vieux, comme le premier centre de ville de France. Hein, on a, je vous donne un chiffre, on a 2000 commerces à Tours. C'est-à-dire que... souvent on l'appelle Tours le petit Paris. Oui, c'est 2000 commerces qui représentent 10 000 emplois. C'est-à-dire que c'est le plus gros moteur d'emploi de la ville avec le CHU. 10 000 emplois. Et c'est le plus gros moteur d'emploi de la ville et de la région Centre-Val-de-Loire. Alors comment vous allez en fait les coucouner et ces commerces qui sont des viviers d'emploi? D'abord, on le fait quand on embellit la ville. Qu'est-ce qui rend le commerce? Quand on la rend accessible, donc c'est les mobilités, c'est le stationnement qu'on a mis en place qui permet une vraie fluidité, donc de trouver de la place. Est-ce que là, vous allez en effet sur le stationnement, parce que semble-t-il que c'est un frein aux Tourangeaux d'y aller, préfère aller dans les autres gros centres commerciaux? Non, les Tourangeaux. Parce que ça coûte cher. D'abord, rappelez que à Tours, c'est pas simplement les Tourangeaux qui vont dans le centre-ville de Tours, c'est les habitants de toute la région, Châtellerault, Châteauroux, Poitiers. Quand on fait des enquêtes, on voit que le centre de ville de Tours est vraiment ultra attractif. Et parce qu'il est ultra attractif, parce qu'il y a un grand nombre de boutiques et une grande variété, et qu'on adore faire du shopping à Tours. Alors, les commerçants, ils en veulent toujours plus, ils ont raison. Ils voudraient que le nombre de passants qu'il y a à Tours se convertisse forcément en achat, en clients. Et ça, nous, ce qu'on peut faire pour avancer, c'est que la ville soit toujours plus accessible, qu'elle soit toujours plus belle. Après, c'est aux commerçants de faire le reste du travail. Quand vous parliez, vous savez que Tours, vous voulez que ce soit une ville coopérative qui rassemble. Moi, je vous donne une idée, je suis une Tourangelle aussi. Serait-ce pas intéressant de mettre en fait une passerelle entre les commerçants, les associations culturelles, qui pourraient peut-être créer de l'animation, vous voyez, dans les centres? Oui, on peut créer de toutes sortes d'animations. On peut en créer, par exemple, on avait tenté avec le dimanche à vélo, mais on n'avait pas suffisamment impliqué les commerçants. Par exemple, pour habituer à ce qu'il y ait moins de voitures en ville, parce que on sait bien que c'est aussi une urgence écologique, qu'il y ait plus de piétons, plus de vélos, il faut aussi que ça soit animé, il faut que ce soit agréable, il faut qu'on y trouve quelque chose. Donc il peut y avoir très bien un maillage fin entre les commerçants, toutes les politiques qui sont mises en place sur le plan du développement durable, mais aussi avec les associations ou culturelles ou sportives. Il y a des vraies possibilités. Mais le rôle de la municipalité, c'est pas de faire du commerce. C'est de l'encourager. Non, je le dis parce que des fois, on me dit « Ah oui, mais dans cette rue-là, il faudrait, monsieur le maire, il nous faudrait un commerce. » Oui, mais le maire, il n'ouvre pas des boulangeries ou des pharmacies. Les boulangeries, les pharmacies ou les magasins d'objets, d'habillement, ils s'installent parce qu'il y a un environnement qui est favorable. Et nous, ce qu'on doit créer la ville, c'est cet environnement favorable. On doit pas aller... c'est pas l'objectif d'une municipalité, pas de faire du commerce. En revanche, plus les commerçants sont heureux, plus ils gagnent de l'argent finalement, plus nous on est heureux, parce que ça veut dire qu'il y a une vitalité, qu'il y a un entrain, qu'il y a une envie, que c'est agréable d'être en ville. Alors on va continuer notre découverte de votre programme avec ce tirage au sort. Donc vous avez de ce côté un public à prendre et un item. Alors là, ici, suspense. Alors, les personnes âgées. Alors, les personnes âgées, sur une action, parce que je vois que le temps, une action concrète, les personnes âgées, là, deux sujets très forts, trois sujets forts. Deux sujets forts, c'est la voirie. On a amélioré la voirie de façon considérable. Or, les personnes âgées, là où elles sont le plus demandeuses, c'est déjà d'avoir une voirie propre, confortable. Évidemment les routes, mais évidemment les trottoirs. Une meilleure facilité d'accès au centre-ville. Et là, ça rejoint ce que disait l'étudiant. Et c'est là où il faut composer entre les différentes populations. C'est d'avoir des mobilités plus fréquentes vers les différents centres d'attraction de la ville. Une deuxième action pour le coup. Et puis une deuxième action, on va avoir une action combinée avec le CHU pour dans la mairie. Que les personnes âgées puissent venir et notamment s'évaluer, se tester, parce que il y a une différence entre la personne âgée qui va chez le médecin parce qu'elle a une pathologie, elle est malade, bon, elle y va naturellement, mais souvent elle entend un peu moins bien, elle voit un peu moins bien, ou elle se dit qu'elle a un peu de perte de mémoire, ou que ci ou que ça, et là donc on va avoir à partir du mois de juin, on va ouvrir avec le CHU, avec le professeur de gériatrie qui s'en occupe au CHU, un grand dispositif où les personnes
personnes âgées vont pouvoir venir se tester. Et puis enfin, dernière chose, dans notre programme, il y a aussi une formation aux personnes âgées. D'accord. Et notamment une formation aux personnes âgées quand elles sont chez elles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire, comment elles doivent ouvrir la porte. En fait, les accompagner à l'autonomie. Exactement, comment elles doivent ouvrir la porte, comment elles doivent répondre au téléphone. Vous savez qu'on a tous des coups de téléphone toute la journée pour différentes pubs. On sait aussi que dans ces coups de téléphone, il y a des coups de téléphone pirates. Quand on que vous parlez avec passion, mais je vais être obligée encore de vous couper. Coupez-moi. Mais là, c'est vous quand vous voulez. Je vous en donne plus toujours. Alors, le deuxième, là. Alors là, voilà, un petit tirage au sort sur alors, le les personnes âgées, je leur mets là. Et là, c'est attractivité de la ville. Alors là, c'est mon dada, donc ça tombe bien. Alors là, j'ai de la chance en fait. Ça serait quoi l'attractivité de la ville? Ça passerait par. L'attractivité de la ville, c'est une ville inclusive, une ville verte, une ville à l'international. C'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville apaisée, douce, élégante, attractive pour les entreprises et créer de l'activité. On a un taux de chômage à Tours qui, sur les 3 dernières années, a baissé plus que partout ailleurs, plus que dans la région Centre-Val-de-Loire, plus que dans qu'en France. Parce qu'il y a une attractivité de la ville. Parce que cette ville, elle est merveilleuse. C'est presque la ville parfaite, Tours. Elle combine. Elle est une grande amoureuse. Elle est à bonne distance de Paris, sans être trop près. C'est pas la banlieue, c'est pas Chartres, c'est pas Orléans. Elle est à bonne distance de Paris, mais bien reliée à toutes les autres métropoles. Et elle est facile. Moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est qu'on y trouve tout ce qu'on veut, avec grande facilité et souvent en 10 minutes. Il y a des pépites, ça c'est certain, dans la ville de Tours. Alors là maintenant, on va entendre Johan, qui est un jeune service civique à Cité Radio, qui est donc force vive à l'animation, et qui se questionnait entre ambition et budget. Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? Alors en effet, c'est vrai que là, il y a eu un classement IFRAPS, nous sommes à 18e ville la plus endettée sur les 20. Donc la question, c'est qu'en effet, il faut mettre de l'ambition pour faire que cette ville soit attractive. Mais comment vous allez gérer donc cette dette? Alors le service civique, est-ce qu'il a lu le point? J'espère qu'il a lu la page qui est derrière. Le classement. Je lui poserai la question. Derrière la page qui est derrière le classement, il y avait une interview du maire de Tours. Oui. Qui disait que la ville était mal classée, mais que ce qui avait été entrepris pour la ville depuis le mandat avait été extrêmement pertinent et performant. D'accord. Donc, pourquoi c'était performant? Parce qu'on a diminué en 6 ans notamment le coût de la dette. Vous savez, quand vous avez une dette, vous achetez votre appartement, vous remboursez du capital, mais aussi les intérêts. Là, nous, on avait une charge d'intérêt qui était délirante, qui était de 16 millions d'euros par an. On l'a passé à 8 durant le mandat. D'accord. Donc l'objectif, c'est que ce coût de la dette soit de plus en plus faible pour dégager des marges de manœuvre, pour lancer nos politiques, notamment nos politiques sur les sujets dont on a parlé ensemble, sur la voirie, sur le développement durable, sur la sécurité. Ça coûte cher aussi, la sécurité. Les Tourangeaux en demandent beaucoup. Donc c'est de continuer à diminuer cette dette qui est toujours élevée, puisque c'est une dette qui est maintenant à plus de 40 ans et que on traîne régulièrement. Nous, on l'a diminuée, on l'a prise à 230 millions d'euros. Elle est aujourd'hui à 200 millions d'euros. Et il faudrait, pour être à l'aise, l'amener à 150 millions d'euros. D'accord. Et notamment. Ça, c'est un objectif pour vous? Alors, c'est pas un objectif de l'amener en un mandat à 150 millions d'euros, ça serait mentir que de le dire. Mais en revanche, ce qu'on a déjà fait, c'est de diminuer au moins ce qu'on paye chaque année, c'est-à-dire en charge financière, c'est-à-dire améliorer le coût du crédit. C'est un peu compliqué, mais c'est très important, puisque ça permet tout cet argent économisé entre les 16 millions annuels qu'on payait en 2014 et les 8 qu'on va payer en 2020. Il y a 8 millions d'euros de différence. 8 millions d'euros de différence, c'est 2 écoles. Eh bien, écoutez, nous sommes à notre dernière minute d'émission. Est-ce que vous voulez donc là, vous prêter à ce jeu que moi je n'aime pas, mais que vous savez faire, c'est de donner, peut-être un dernier mot aux Tourangelles et aux Tourangeaux pour compléter tout ce qu'on s'est dit? Je pense qu'on a été relativement complet. Oui. Moi, je crois, je vous l'ai dit, c'est Tours qui nous rassemble. Et je crois en cette ville. Je crois à son avenir. Elle est parfaitement positionnée. Elle est déjà douce. Son ADN, c'est cette douceur de cette Mésopotamie entre la Loire et le Cher. Il faut continuer à conserver ce qui fait notre patrimoine, notre ADN, notre façon de vivre à nous Tourangeaux, qui est spécifique, qui n'est pas la même qu'à Orléans, qu'à Bourges ou qu'ailleurs, et
continuer à avoir ce qu'on a fait déjà pendant le mandat, qu'il faut qu'on continue, avoir la dynamique suffisante pour qu'elle continue légèrement, tranquillement, à se développer, à gagner des habitants, mais assurer un revenu pour chacun. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Christophe Boucher, pour cette spontanéité, cette passion que vous avez à parler de la ville de Tours. Et nous, eh bien, moi, je vais dire aussi avec passion que je remercie mon équipe, Bruno et puis Guillaume, parce que voilà, ils sont à la technique, et puis ainsi que Johan, qui a été main dans la main avec moi pour la préparation de cette émission. Moi, je vous embrasse bien fort. Restez bien sûr unis, et puis je vous dis à très bientôt.